On apprenait cette semaine que Kurt Angle a failli ne jamais avoir de carrière dans la WWE parce qu'il avait accepté un rôle de lecteur de nouvelles dans une station de télé à Pittsburgh. Malheureusement, Kurt Angle n'était pas très habile pour lire un télésouffleur. Cette nouvelle-là m'a rendu triste un peu. Pas à cause de la carrière de Kurt Angle, non, c'est plutôt parce que je me dis, dans un univers parallèle, Céline Galipo a probablement remporté le Royal Rumble et c'est elle qui va affronter Sasha Banks à WrestleMania. Maudit système d'éducation québécois. Bienvenue à la révision des comptes. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clave de golf pour Benny, une clave de golf pour Benny, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes, ay. Pour ma défense, que Dieu me défende. Salut tout le monde, bienvenue à la révision des comptes. Benny is Money avec vous pour faire la comptabilité de ce Raw du 8 février 2021. Les bons moments, on les met dans la colonne des actifs, les mauvais moments dans la colonne des passifs. Et je note les matchs, les segments sur 5$. Pas un épisode facile, un hommage aujourd'hui à l'année 2020. Je dirais. Alors, ça va être difficile de passer au travers. C'est ce que nous allons voir à travers cet épisode de la révision des comptes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Super Bowl. Bravo à Rob Gronkowski, l'ancien champion 24-7. Un autre Super Bowl pour lui, bravo. Mais je veux vous remercier de votre participation. Je veux vous remercier d'être là aujourd'hui et d'être là surtout sur Discord pour jaser avec nous dans les salons et dans le salon de la révision des comptes où vous pouvez mettre vos awards après chaque Raw, après chaque SmackDown. Merci beaucoup de le faire. Alors, on vous les verra à la fin de l'épisode. Allons-y dans le vif du sujet. L'épisode de Raw de ce soir qui commence avec Adam Pearce en plein milieu du ring et il invite à le rejoindre Shane McMahon. Et oui, Shane McMahon qui sort de son sous-sol, enfin, il n'est plus dans le Raw Underground. Shane qui arrive dans le ring et il dit qu'il a une grosse annonce à faire, mais qu'en réalité c'est Adam Pearce qui a une grosse annonce à faire. Alors, Adam Pearce nous dit que Drew McIntyre va défendre son titre dans le Elimination Chamber dans une semaine à partir de dimanche. Donc, dans 13 jours, finalement. Alors, ce sera Drew dans le Elimination Chamber contre Randy Orton, Sheamus, AJ Styles, The Miz et Jeff Hardy. Et oui. J'espère que vous avez bien retenu les noms des gens qui seront là. Randy Orton, AJ Styles, Sheamus, The Miz et Jeff Hardy. Ce sont tous d'anciens champions de la WWE. Alors ça, c'est supposé nous recrinquer et nous dire « Wow, ça va être toute une défense de titre pour Drew McIntyre. » Et c'est tout. Shane McMahon dit à Adam « Bel job, mon Adam. » Et il s'en va. AJ Styles fait son entrée avec Omos. Et Shane interagit à peine avec son ancien bodyguard du Raw Underground. Il faisait un petit... Et c'est tout. Shane, plus tard, va s'en aller à sa limousine. Et le Drew, juste avant qu'il rentre, va comme l'intercepter et lui dire « Hey, Shane, je pensais que j'affronterais Sheamus à Elimination Chamber. » Et Shane de lui dire « Ah, tu sais quoi, c'est pas assez gros comme main event. Nous autres, on voulait avoir quelque chose de big pour Elimination Chamber. Fait que ça va être ça. » Et puis Sheamus, un peu plus tard, va aller se plaindre à Adam Pearce. Il va dire « Ouais, tu trouves que je suis pas un assez gros draw? »
en tout cas, s'il arrive quelque chose de grave, là, ça va être de ta faute, Adam Pearce. Bon, il y a beaucoup de choses à noter dans ce segment d'ouverture de Raw. D'abord, Shane McMahon qui revient, et qui revient pour aucune raison, sinon que de mousser Adam Pearce, de dire à Adam Pearce qu'il fait un bon travail. Si vous n'avez pas regardé Talking Smack samedi dernier, pour savoir que Paul Heyman a mis de la pression sur Adam Pearce pour que Adam Pearce déclare un main event à Elimination Chamber. Sinon, il menaçait que au SmackDown de cette semaine, Adam Pearce pourrait être congédié. Si vous n'avez pas regardé ça, là, vous vous dites, mon Dieu, ils sont... Shane avait besoin d'un petit salaire sur le side, il y avait quelque chose, il manquait d'argent. Puis AJ, puis Omos, il n'y a pas moyen de faire... Non, c'est juste ça. AJ, lui, est rentré dans le ring pour dire à Adam Pearce que Adam Pearce, effectivement, il pensait que c'était un gros cave, mais finalement, il est brillant. Parce que les chances de Drew de gagner puis de conserver son titre sont phénoménalement basses. Phénoménalement. En tout cas, phénoménal à quel point c'est bas. Fait que AJ, il dit t'es moins niaiseux que je pensais. Mais là, j'ai un match avec Jeff Hardy. Fait que Chris ton camp. Ce qui nous amène au match entre AJ Styles et Jeff Hardy. Alors, toute cette belle introduction de Raw, ça s'en va tout de suite dans la colonne des passifs. Et ça nous amène, comme ça, au premier match entre Jeff Hardy et AJ Styles. Vous souvenez-vous, je vous ai dit tantôt que c'était un hommage, hein, le Raw de ce soir, c'est un hommage à l'année 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en 2020, AJ et Jeff ont eu une série de matchs spécifiquement pour le titre intercontinental. Et dans ce match-là, Jeff Hardy avait une genouillère. Et AJ s'est plaint d'avoir perdu son titre à cause d'un coup de genou, soi-disant illégal, dû au fait que Jeff portait une genouillère. Eh bien, dans ce match, Jeff Hardy avait les devants. Il est monté dans le coin et il a comme esquivé, dans le fond, AJ qui arrivait en courant. Et en retombant sur ses pattes, il s'est blessé au genou. Alors, il a roulé en bas du ring et naturellement, AJ l'a attaqué au genou. Alors, il l'a frappé par derrière, l'a rentré dans le poteau. L'arbitre était très, très choqué de ça. Ça nous a amené à la première pause. Au retour, ça a continué. Il y a eu un calf crusher. Jeff s'en est sorti de peine et de misère. Mais il a réussi à reprendre l'ascendant, a réussi à faire même un twist of fate après avoir fait tomber AJ au moment de son Phenomenal Forearm. Il est monté pour un Swanton Bomb, mais il a raté son Swanton Bomb parce que ça lui a pris beaucoup de temps à monter dans le coin. Et AJ a réappliqué un calf crusher pour la victoire. Ça, c'est ouais. Fait que, on a réglé ce unfinished business, comme on va vous savoir tout le long de ce Raw. Beaucoup de unfinished business qui vont se régler ce soir. Attendiez-vous ce match-là? Étiez-vous content de voir ce match-là? Peut-être. Peut-être que vous faites partie de ceux qui étaient contents de voir ce match-là. Moi, je ne peux pas leur donner, malheureusement, plus que la note de 3$ sur 5 pour un match répétitif. Parce que AJ qui attaque la jambe de Jeff Hardy, ben oui, hein, c'était du déjà vu, comme on dit. Mais je peux pas trop commencer à parler de déjà vu dans ce Raw ce soir, parce que si je commence ça, ça ne va faire que continuer, cette histoire-là. Alors, un premier déjà vu, une note de 3 sur 5. Et malheureusement, je suis obligé de mettre ça tout de suite dans la colonne des passifs. Un deuxième passif. Ça part pas Raw dans une grosse forme, malheureusement. On continue. Et cette fois, c'est New Day qui va affronter Retribution. On savait que Xavier Woods était dans une série de 3 de 5. Mais malheureusement, vu l'état de Mia Yim Reckoning,
qui malheureusement a attrapé le COVID, elle ne peut pas être là pour compléter le 3 de 5. Alors, cette fois-ci, on a un match 2 contre 2. Un match tag team entre le New Day et les représentants de Retribution qui sont T-Bar et Slapjack. Alors, Ali est au commentaire. Ali, tout le long de ce match, très fâché aux commentaires. Il y en a encore contre Kofi pour ce qui est arrivé il y a 2 ans. Il y en a encore aussi. Il en rajoute sur le fait de Xavier. Bref, tout le New Day trouve qu'ils sont trop corporate. C'est des marionnettes de la WWE. Et il est très fâché de ça. Bref, T-Bar va prendre le dessus pendant quelques instants, montrer toute sa puissance. Il va finalement se retrouver au sol grâce à une manœuvre de Kofi qui va finalement envoyer aussi Slapjack le rejoindre et exécuter un genre de Tope con Hilo, mettons. Mais tout en faisant des beaux sourires à la caméra. Gros travail de Xavier Woods et de Kofi pour faire des sourires à la caméra, pour tenter de nous garder dans le match, tenter de garder ça intéressant. La même chose pour Ali, qui essaye d'être fâché pour nous garder intéressés. Finalement, au retour de la pause, Xavier va recevoir la majorité des coups de Retribution, va réussir à faire le hot tag, et Kofi va se charger de Slapjack, va donner des cheap shots dans le coin à T-Bar pour le faire tomber. T-Bar va aller retrouver Ali sur la table des commentateurs. C'était quand même particulier pour un gros bonhomme comme ça. Mais finalement, les New Day vont appliquer le Daybreak sur Slapjack dans le ring pour la victoire et se sauver avant que tous les autres membres de Retribution, sauf Reckoning, les attaquent dans le ring. Alors, c'est un autre segment, hein? Parce qu'il faut le faire, ça a l'air, ce segment. C'est comme un peu plate parce que je sais même pas où va cette rivalité. Maintenant que New Day, tout le monde va bien, tout le monde est en santé. Ils dominent à 2 face à 4 personnes de Retribution. Puis Retribution, ils gagnent jamais. Puis ils sont losers. Alors malheureusement, on est obligé de continuer dans la même veine avec une autre note de 3$ sur 5. Et malheureusement, c'est un autre passif pour Raw. Pas un très bon début. Honnêtement, j'étais un petit peu découragé. Mais ça va se replacer. Ça va se replacer. Ne vous inquiétez pas. C'est grâce à Ric Flair que les choses vont se replacer. Bon, je dis replacer, là, c'est vite dit, mais Ric Flair, en termes de divertissement, oh là là. Il fait son entrée avec Lacey Evans et là, c'est drôle parce que pauvre Rick, la pente pour descendre, là, je sais pas, on lui avait dit de ne pas descendre au bras de Lacey Evans. Alors, il descend à petits pas pour attendre que Lacey fasse son entrée. Finalement, il rentre dans le ring et là, après la pause, ils vont nous faire une promo et Rick, sur le bord de faire une crise cardiaque, tellement il est intense. C'est de toute beauté. Pour lui, la relation avec Lacey, c'est très clair. C'est comme, il veut faire du mentorat, il veut l'entraîner. Il sait que c'est la prochaine championne de Raw. Il a confiance en Lacey et c'est tout. Il n'y a pas rien de... C'est normal que Lacey puisse tomber sous les charmes de Rick, mais ils vont pas aller là. Ils veulent pas ça. Alors, c'est très clair entre les deux. Je sais pas pourquoi il tenait à souligner ça au crayon gras, mais en tout cas, c'était très important de nous dire que c'était juste ça. C'était juste du mentorat. Même chose pour Lacey qui dit non, c'est juste ça. Et naturellement, ça fait en sorte que Charlotte, parce qu'on le sait, il y avait un match de prévu entre les deux, ça avait été annoncé depuis ce week-end. Alors Charlotte fait son entrée et elle dit à Charlotte 2.0, Lacey Evans, que dans le fond, là, elle fait tout ça pour rien, puis si elle voulait s'entraîner, elle pourrait retourner à Orlando au Performance Center. Puis que dans le fond, là, Charlotte, tout ce qu'elle fait, c'est de protéger le nom de famille Flair. Mais là, Rick est en train de tout scraper avec Lacey. Mais Lacey est comme pas convaincue par les propos de Charlotte. Puis elle dit, voyons, pourquoi t'es fâché de même? On devrait être ensemble, on devrait faire équipe. Mais Charlotte dit qu'elle a déjà une partenaire en Asuka. Fouille-moi pourquoi ces deux-là sont encore partenaires. Mais bon, ça a l'air qu'ils sont encore partenaires.
Finalement, Lacey lui dit que dans le fond, elle s'en fout de Charlotte, puis qu'elle a les yeux seulement sur le titre de Raw, et qu'elle a appris que si elle parvenait à battre Charlotte ce soir, elle serait la number one contender, donc l'aspirante numéro 1 pour le titre d'Asuka. Alors, Charlotte dit, bon, let's go, on va faire ça tout de suite. Finalement, Rick s'interpose un peu, ça permet à Lacey de faire un cheap shot, d'envoyer Charlotte en bas du ring, puis de l'envoyer après dans les escaliers. C'est dommage, parce que je trouvais que le segment était quand même divertissant avec Rick et Lacey, puis on dirait que Charlotte, elle a un petit peu gâché tout ça. Mais ce n'était que le prélude à ce match qui, oui, allait gâcher tout le reste de l'expérience qu'on avait. Déjà que cette rivalité, hein, c'est comme une rivalité la pire de 2021. C'est possible, c'est possible. Mais c'était pas un très bon match, malheureusement. Lacey a naturellement focalisé toutes ses attaques sur le bras, l'épaule de Charlotte. Et il fallait se souvenir que, parce que c'est un hommage à 2020, je vous le rappelle, il fallait se souvenir que Charlotte avait eu une blessure à l'épaule qui avait été subie par Nia Jax. Il fallait se rappeler de ça. Et c'est probablement ça, là, des choses que Rick c'est un fin stratège, qui a probablement dit à Lacey. Alors, c'est Rick, dans le coin de Lacey, l'incite à y aller, à focaliser sur l'épaule de Charlotte. C'est ce qu'elle va faire. Et ça va plus ou moins fonctionner. Charlotte a souvent le dessus. Mais elle envoie Lacey en bas du ring. Et là, Lacey, elle se cache un peu derrière Ric Flair, alors que Charlotte veut sauter. Elle va reprendre encore le même manège une deuxième fois pour encore essayer de faire un cheap shot sur Charlotte. Et là, Charlotte est en beau maudit. Et là, elle regarde Rick et elle dit, là, t'as assez fini de m'humilier. Et elle s'en va tapocher Lacey dans le coin. Et là, elle tapoche. L'arbitre lui dit, hey, wow, arrête de tapocher. Elle dit, tasse-toi l'arbitre, continue à tapocher. L'arbitre dit, oh non, c'est fini. Disqualifié. Une belle rivalité qui se finit sur une disqualification. Il n'y a rien de plus satisfaisant. Surtout, la conséquence de cette frustration de Charlotte, c'est que ça donne la victoire à Lacey Evans et que maintenant Lacey est l'aspirante numéro 1 au titre de Asuka. Si ça vous décourage pas un petit peu de la façon dont les choses sont bookées à la WWE, je ne saurais quoi vous dire. Malheureusement, le match était difficile. Je suis obligé de dire difficile. Il y a eu un paquet de segments où Charlotte et Lacey, la communication, puis on semblait pas du tout savoir comment vendre les prises de l'autre. Charlotte est juste sur le bord de devenir Hulk Hogan. Elle qui se fait garrocher à terre, mais revient immédiatement avec des K-pop. Ensuite, à un moment donné, elle est allée dans le coin, elle est comme courue dans le coin. Lacey était dans le coin, mais il fallait que Lacey la gifle au moment où elle arrive. Mais ça a comme... C'est comme pas arrivé. Fait que Charlotte est comme arrivée en courant à pleine vitesse. Elle s'est arrêtée un pied devant Lacey. Lacey a réalisé 2 secondes plus tard qu'il fallait qu'elle la gifle. Tu vois que le timing, là, oh là là, non, c'était pas ça pantoute. Et l'histoire du match, c'est comme... Tu me donnes une finale de même. C'est pas mal ça, la gifle. La gifle, finalement, c'est probablement les spectateurs qui l'ont eu. Alors, je donne une note de 2,5$ à ce match sur 5. Et un autre passif. C'est dommage. Rick était très énergisant. Je pensais qu'on allait... Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Un autre passif, malheureusement. Mais j'avais confiance qu'on arriverait à quelque chose de bien. Et Edge est entré dans le ring pour faire sa promo. Edge qui a une décision à prendre. Edge qui a des choses qu'il sait maintenant, après une semaine assez mouvementée. Il sait que Finn Balor est champion. Il sait que Roman Reigns est champion universel. Mais là, les choses sont en train de changer avec Drew.
il ne sait pas si Drew va être en mesure de sortir de Elimination Chamber avec la ceinture de la WWE. Alors, ça vient jouer un petit peu dans sa tête et à cause de ça, il aime mieux attendre après Elimination Chamber pour prendre sa décision, savoir qui il va affronter à WrestleMania. Et malheureusement, je le dis malheureusement, pour l'interrompre, je le dis tout de suite malheureusement, c'est The Miz qui arrive et The Miz est en compagnie de Morrison, comme à l'habitude, mais il est aussi en compagnie de Angel Garza. Angel Garza qui maintenant semble faire partie du groupe des trois losers ou les trois amigos, quelque chose comme ça. Je ne sais pas c'est quel pseudonyme ils vont se donner, mais en tout cas, ils ont l'air de faire partie d'un petit clan maintenant. Ça ne durera pas la semaine prochaine, je vous gage là-dessus. Alors, Miz entre dans le ring et dit à Edge que, tu sais quoi, c'est lui qui a la valise de Money in the Bank. Et Edge a beau faire languir tout le monde, ce n'est pas grave parce que une fois qu'il aura pris sa décision, Miz va cacher in, probablement sur son match à WrestleMania, et sortir de là avec la ceinture, laquelle on ne sait pas. Il sera champion de la WWE, champion universel. En tout cas, il va être champion en sortant de WrestleMania. Mais tu sais, Edge, je pense que la valise, il connaît ça un peu. Et lui, tu sais, de se contenter d'être awesome, c'est pas trop sa tasse de thé. Alors lui, il veut pas simplement être champion. Il a besoin d'être champion. Puis c'est ça la grosse différence entre Edge et The Miz, l'esti de loser. Je suis désolé, mais malheureusement, c'est comme ça que ça s'est passé parce que Edge a pris The Miz. Cette fois-ci, Edge avait un beau manteau de cuir. Parce que là, je pense que c'est ça la progression de Edge. De semaine en semaine, il va avoir l'air de plus en plus crédible, de plus en plus champion. Chose comme ça. En tout cas, de plus en plus crédible en tant que champion. Et là, je pense que cette semaine, il a pris The Miz, il a ouvert sa petite poche et il a sacré The Miz dans sa petite poche pour lui dire « Esti de loser ». Alors, ça mérite un gros actif. Ça faisait du bien, c'était rafraîchissant au bout de voir Edge qui parlait quasiment au nom de tout le monde qui regarde The Miz depuis un an. Je suis dur envers The Miz, mais malheureusement, c'est ça. Il est un vrai loser. Et il se l'est fait dire d'en face. Et c'était ça pour ce segment, malheureusement pour The Miz. The Miz qui, rappelons, était dans le Royal Rumble, sera dans le Elimination Chamber, mais il a sa valise. On s'imagine, là, on fait du fantasy booking. Là. Miz va probablement perdre dans la Elimination Chamber. Mais lui, il pourrait rentrer dans le match après et recacher in à la fin du match contre celui qui reste. Il me semble que c'est compliqué, puis il me semble que ça fuck les affaires quand le gars qui a la valise a une chance au titre. D'un coup, qui gagnerait? C'est pas un peu niaiseux d'avoir et la ceinture et la valise? Puis The Miz, dans sa promo, il dit « Je vais sortir de WrestleMania champion ». C'est comme s'il assumait d'avance qu'il allait perdre. C'est très loser. C'est une mentalité très loser. Ça va nous amener au match de Angel Garza qui affronte presque Bad Bunny. Mais c'est Damien Priest, mais avant Bad Bunny. Bad Bunny est toujours là. Bad Bunny s'est rendu presque officiellement, non officiellement, la mascotte de Damien Priest. Et Bad Bunny, je ne sais même pas comment décrire son look. Le look pyjama avec des dessins de Bad Bunny. C'était tout ça. Brun. Des bas blancs, des gougounes, des shorts. Tout ça dans le même kit. Allez voir ça pour voir à quel point c'est pas parce que tu es une grande vedette internationale que ce que tu mets est à la mode.
ou la mode que tu essaies de faire, ça vaut la peine. Peut-être que j'ai aucun respect pour les gens qui portent des chandails, pas des chandails, des chemises, pardon, et des shorts brunes avec des dessins dessus. C'est possible, mais je suis bien là-dedans. Qu'est-ce que tu voulais? C'est comme ça. Bref, un match tout aussi palpitant que celui de la semaine dernière. C'est presque la même chose. Mais cette fois, c'est Angel Garza qui, malheureusement, sert de faire valoir pour Damien Priest. Je trouve ça un petit peu plate. Quand c'est The Miz et Morrison qui servent de faire valoir, on dirait que c'est normal, c'est des losers de service. C'est dommage que Angel Garza, lui qui ne faisait rien depuis plusieurs mois, se retrouve lui aussi comme jobber de service. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il va quand même prendre le dessus grâce à la distraction de Miz. Il va même réussir à envoyer Damien Priest l'autre côté, par-dessus la troisième corde, pour que The Miz et Morrison puissent l'attaquer. Mais Bad Bunny, c'est un brillant. Il connaît ça, la lutte. Alors, pendant que Miz et Morrison attaquent Priest, alors que l'arbitre a le dos tourné, Bad Bunny va saisir la valise de Money in the Bank. Il va la rentrer dans le ring. Et là, Morrison va rentrer dans le ring pour aller la chercher. Et là, l'arbitre voit ça. Puis là, l'arbitre est comme non, là, c'est assez. Là. Je suis vraiment tanné de ça. Il chasse Miz et Morrison des abords du ring. Alors là, ça cause une distraction. Garza s'engueule avec Bad Bunny. Il se retourne et il est victime du Reckoning pour la victoire de Damien Priest. J'ai donné à ce match la note de 3$ sur 5. Presque un copier-coller de ce qui s'était passé la semaine dernière. Miz et Morrison qui essayent de faire des distractions. Mais Bad Bunny, trop intelligent pour la game, sauve un peu Damien Priest. Puis c'est correct. Ça nous permet d'apprécier Damien Priest. La seule chose, c'est, je pense que Damien, va falloir que quelqu'un lui dise, il fait comme l'espèce de gestuelle de l'archer pour signifier à son adversaire qui s'en vient. Et il fait juste un espèce de coup de coude dans le coin. C'est beaucoup trop pour le petit peu de résultats qu'il obtient dans le coin. Je trouve que son setup est trop gros. Ça devrait être un finisher, pas seulement un petit coup de coude dans le coin. Ça manque un petit peu. Mais bon, tout ça nous a permis de l'apprécier. Alors, je vais être très gentil. Ça doit être à cause du fait de Edge et tout ça. Là. Je suis comme... Ça m'a mis dans un bon mood. Alors, je mets ça dans la colonne des actifs. Place maintenant au match entre Riddle et Keith Lee. Match qu'on a su un petit peu, qui était peut-être pour être l'aspirant numéro 1 au titre des États-Unis. C'est pas tout à fait clair. Il y avait une promo assez bizarre entre les deux qui se sont parlé en coulisses. Riddle qui a dit qu'il avait regardé tous les Airbuds pour oublier ce qui s'était passé la semaine dernière. Alors qu'il avait subi le Hurt Lock, qui avait été un peu blessé par Bobby. Faut aimer, hein. Mais c'est difficile d'aimer Riddle en promo. Non. Enfin. Alors, tout un match entre Riddle et Keith Lee. C'est un match âprement disputé où Keith Lee démontrait toute sa puissance alors que Riddle tentait tout le temps de s'en sortir grâce à son agilité et à ses strikes, ses nombreux strikes, son background d'arts martiaux mix. Beaucoup de coups de pied, beaucoup de clés de bras pour essayer d'affaiblir le plus possible Keith Lee. Ça a presque fonctionné. L'histoire du match, c'était beaucoup Keith Lee qui essayait d'appliquer son Spirit Bomb. Et Riddle transformait souvent en clé de bras. Alors, c'était un match âprement disputé, mais finalement, Keith Lee, après maintes et maintes tentatives, a réussi à faire son Spirit Bomb pour la victoire. Après le match, Riddle et Keith Lee se sont montrés une belle marque de respect, mais Bobby Lashley est arrivé par en arrière et il a frappé Keith Lee. Il est revenu avec un Hurt Lock sur Riddle, a servi à Keith Lee un Spinebuster. Il a envoyé Keith Lee en bas du ring, continué à le tabasser, a pris même des escaliers pour le frapper en plein visage et l'envoyer par-dessus la table des commentateurs.
est monté sur la table avec sa ceinture pour démontrer toute sa puissance. Très bon match entre Keith Lee et Riddle, très dynamique. C'est une belle confrontation entre deux styles différents. Puis ça a donné un très bon match. Je donne la note de 3,5$ sur 5 pour ce match. Et même avec tout ce qui s'est passé, ça a démontré toute la puissance de Bobby et le fait que c'est un champion redoutable. Alors pour tout ça, c'est très bien fait. Le meilleur segment selon moi de la soirée. Et j'ai donné un actif à tout ce segment. Donc après un début sensiblement difficile, Raw s'est comme repris. Il y a quelques bons segments consécutifs. Puis là, on se dit, bon, ben c'est le fun. Alors, faut pas oublier que c'est la soirée où on règle ce qui n'était pas réglé en 2020. Lana et Nia Jax vont s'affronter dans un tables match. Et oui, où il faut passer son adversaire à travers une table. Et on nous représente encore une fois les 9 fois précédentes où Lana avait passé au travers de la table. Il fallait régler ça. Alors, Nia Jax a complètement dominé Lana avec quelques powerbombs, disons-le. Ensuite, elle l'a un peu massacré. Elle l'a saisi par les chevilles, je pense, pour lui rentrer la tête dans le coin. Bref, Lana, ça allait pas bien, mais elle a quand même réussi à s'en sortir, donner quelques coups de pied. Elle a envoyé Nia Jax sur le tablier. Et là, il y avait plusieurs tables, en fait, partout autour du ring. Et là, il y avait une table, justement, tout près du tablier du ring. Et là, on nous faisait croire que peut-être que Lana réussirait à faire tomber Nia Jax dedans la table. Ce n'est pas arrivé, malheureusement. Finalement, Nia Jax a tenté de faire une descente de la cuisse sur Lana, sur le tablier du ring. Mais Lana s'est tassée. Ce qui a fait dire à Nia Jax, aïe aïe mon cul, aïe mon trou. Ça, c'était mon moment qui m'a fait virer de bord. Je trouvais que ce match était épouvantable, mais ça m'a comme très surpris comme réaction. Il me semble qu'on ne dit pas ça à la TV de même, mais j'ai trouvé ça très drôle. Et ben, ça a permis à Lana de pousser Nia Jax dans une table qui était comme à côté sur une des barricades pour la victoire. Victoire de Lana face à Nia Jax. Elle ne passera pas une 10e fois au travers d'une table. En tout cas, pas pour le moment. Alors, comme je viens de le dire, j'allais mettre ça dans la colonne des passifs, mais ce moment était tellement divertissant et cocasse que j'ai pas le choix de changer mon fusil d'épaule, de donner la note de 3$ sur 5 et de mettre ça dans la colonne des actifs. Après le match, Shayna va attaquer Lana par derrière, mais Naomi, qui était elle aussi aux abords du ring, va sauver un peu Lana avec 2 beaux coups de pied pour presque frapper Shayna. Malheureusement, un des 2 coups de pied n'a pas tout à fait bien. Mais c'est pas grave, c'est des détails. C'était simplement pour nous mettre la table pour le match qui suit entre Shayna Baszler et Naomi. Naomi qui portait, c'est difficile à dire le look de Naomi, mais c'est vous dire, c'est comme si une lutteuse avait un habit pour faire de la peinture. Ça vous donne une idée. Mais moi, je trouve que c'était, tu vois, ça c'était audacieux. C'est une belle audace. Alors, je vais garder ça en tête pour Naomi. Elle est audacieuse, mais c'est bien fait. Alors, elle a eu toutes les difficultés contre Shayna, naturellement. Shayna qui est toujours focalisée à casser le bras de ses adversaires. Finalement, elle a comme saisi Naomi au vol à un moment donné, dans une espèce de backflip pour lui appliquer son Kirifuda Clutch. Mais Naomi a roulé et a réussi à se rendre jusqu'aux cordes. Lana qui encourageait Naomi pendant que Nia Jax, elle, était plutôt en coulisses. Il y a probablement... Elle a subi des graves blessures en passant au travers de cette table. En tout cas, on semblait dire qu'il y avait des soigneurs qui s'occupaient de Nia Jax. Alors là, Shayna Baszler est allée un peu attaquer Lana pour lui dire d'arrêter d'encourager Naomi. Mais Shayna est revenue dans le ring et là, à ce moment-là, elle a subi un roll-up pour la victoire de Naomi. Je pensais que ce serait le meilleur des 2 matchs, puis finalement, je me suis trompé.
c'est malheureusement Shayna qui subit encore une fois un roll-up. Ça arrive tout le temps. Shayna qui ne comprend pas le principe des roll-up. Elle est facilement distraite. Et Shayna, même au niveau du selling, c'était pas top aujourd'hui. On dirait qu'à chaque fois qu'elle recevait un coup de Naomi, c'est difficile de vendre l'effet qu'elle recevait. Alors, j'ai pas trop aimé ce match-là, malheureusement. Et j'ai donné, malheureusement, une note de seulement 2,75$ sur 5. Et c'était pas très bon. Puis ça finit sur un roll-up. Vous savez comment j'aime les roll-up. Je peux pas mettre ça dans la colonne des actifs. Alors, ça retombe dans les passifs. Alors, toute cette soirée hommage à l'année de Schnout 2020 culmine avec ce match, cette grande finale du jamais vu. C'est Randy Orton qui affronte Drew McIntyre dans un match où le titre n'est même pas à l'enjeu. Alors, l'intérêt est au summum pour ce match. Même Randy va nous faire subir une promo pour nous dire qu'il a encore des unfinished business avec Drew et qu'il va remporter le titre à l'Elimination Chamber. Ceux qui ont une bonne mémoire, une mémoire de 7 jours, vont se rappeler que Randy Orton a perdu son match la semaine dernière face à Edge parce que Alexa Bliss était juchée dans le coin et qu'il y avait une espèce de liquide noir qui était peut-être du sang ou quelque chose qui s'est mis à couler. Ça l'a distrait et ça a permis à Edge de gagner le match. Tout ça n'a pas été mentionné une seule fois cette semaine à Raw. Mais là, vous vous dites, mais il reste encore du temps à l'émission, puis le match, puis tout ça. No. On nous avait même dit que peut-être que Alexa puis Randy allaient régler... Rien. Tout ça n'a même pas été mentionné. Alors, chapeau. Chapeau à la constance. Chapeau à cette magnifique chose qu'on appelle la logique d'un épisode à l'autre. C'est respecter dignement à la WWE et tout spécialement à Raw. Aïe, aïe, aïe. Alors, le match commence et c'est comme une épreuve de force et tout ça. Puis là, à un moment donné, Sheamus, la musique de Sheamus. Et là, Sheamus part en courant, il fait semblant qu'il va rentrer dans le ring. Mais non, tout ça est juste pour distraire Drew, qui là se fait rentrer dans le poteau par Randy Orton. Alors, Randy va continuer, va prendre l'ascendant. Drew a même tenté à un moment donné, en revenant, Drew a tenté de faire un draping DDT sur Randy. Question de lui remettre la monnaie de sa pièce. Mais non. Les deux qui, même au début du match, avaient essayé de se faire eux-mêmes, chacun leur finisher. Mais non, rien de ça. Alors, finalement, Randy va reprendre l'ascendant. Va réussir, lui, son draping DDT. Et là, il va se virer, faire son move de vipère, son espèce de... où est-ce qu'il se garoche les deux bras. Tente le RKO, ça rate, et là, Drew revient à la charge avec son Future Shock DDT. Et là, Drew, au lieu de se placer, comme il le fait à l'habitude, de se placer dans le coin pour se préparer pour le Claymore Kick, il reste comme proche de Orton pendant un certain temps. Et là, finalement, après quelques secondes, Orton le pousse alors que Sheamus rentre dans le ring et il exécute un bro kick. Alors, c'est Randy Orton, malheureusement, qui reçoit le bro kick, alors qu'ensuite, Drew revient à la charge et frappe Sheamus avec un Claymore pour mettre fin à Raw. Alors, je vous ai fait tout le résumé de ce beau segment. Dites-moi là-dedans, qu'est-ce qui était pertinent à tout ça? Rien. C'est... Drew a sacré un Claymore Kick à Sheamus parce qu'il lui a fait perdre le match par disqualification, alors que Orton avait poussé Drew pour recevoir le bro kick. Si vous avez compris quelque chose à la logique de tout ce qui s'est passé, faites-en des commentaires parce que moi j'ai trouvé que, oh là là, c'est mince. C'est très mince. Déjà qu'on va avoir un Elimination Chamber pour le titre de Drew, alors que on avait plus l'impression que c'était avec Roman où on n'avait pas établi d'aspirant numéro 1 vraiment. Là, ça va être avec Drew.
c'est mince. C'est très, très mince. Et ce segment, malheureusement, ça partait déjà avec plusieurs prises à cause du fait que c'est un match qu'on n'a presque pas vu en 2020. Eh bien, non, ça ne s'est pas tellement amélioré. Le finish était assez ordinaire. 2,5$ sur 5 pour ce match. Et je mets ça dans la colonne des passifs. Tout ça nous donne un Raw avec quelques bonnes choses, disons-le, au milieu surtout. Mais le début, la première heure, la troisième heure, très faible. Très faible. Et malheureusement, les deux matchs qu'on nous avait vendus ou qu'on nous avait préparés, donc Drew face à Randy, Charlotte face à Lacey, les deux moins bons matchs de la soirée. Alors, en tant que marketing, Raw, c'est pas tellement réussi. Alors, malheureusement, je ne peux pas donner une note de passage. C'est un maigre 2,5$ sur 5 pour Raw ce soir. Mais ça nous permet quand même de passer aux Awards. Alors, les Awards pour ce soir, merci beaucoup à Zwinator et à Marcus Black qui nous ont donné leurs awards sur le Discord dans le salon de la révision des comptes. On y va avec le premier award, le superbe, le match de la soirée. Alors, je l'ai donné à Riddle et à Keith Lee. Zwinator, elle, lui a donné à Damien Priest. Et aussi mention à Naomi, qui a battu Shayna Baszler, ce qui n'est pas peu dire. La clap de golf, je l'ai donné à Edge pour avoir mis de mise dans sa petite poche. Marcus Black, lui, l'a donné à Damien Priest pour une autre victoire, une autre belle performance de Damien Priest. Ensuite, le niaise-moi, malheureusement, je l'ai donné au retour complètement infructueux de Shane McMahon. Peut-être infructueux, c'est pas le bon mot. Inutile? Ouais, c'est plus proche d'inutile. Le retour complètement inutile de Shane McMahon. Zoui, pas de Alexa Bliss. Non. Cette semaine, pas de Alexa Bliss. Alors, Zwinator qui était fâché de ça, et je la comprends. Dans la catégorie Jean Héroldi, maintenant, le prix, moi, je le remets à Naomi et son look peinture numéro 8. Mais Marcus Black, lui, le donne à Ric Flair, qui était très bien habillé avec un suit noir, mais scintillant en même temps. C'était très chic et professionnel à la fois. La contravention, c'est une unanimité. C'est unanime. Bad Bunny. Allez voir ça. Le pire look de 2021, sans l'ombre d'un doute. Je pense que c'est confirmé. Ensuite, la pause piste, je l'ai donné malheureusement à New Day et Retribution. Et Zwinator l'a donné à AJ Styles et Jeff Hardy. C'est vous dire quand t'as New Day, Jeff Hardy et AJ Styles et ça mérite la pause piste. C'est pas du bon booking, ça. Le beaucoup bien, j'ai donné mon beaucoup bien à Bobby Lashley, qui est dominant, une force incroyable. Zwinator qui l'a donné, elle, à Naomi, pour avoir justement remporté son match face à Shayna. C'est pas facile de remporter face à Shayna. Ça m'amène à dire que la grosse nouille de la soirée, pour moi, c'est Shayna Baszler, qui a encore beaucoup de difficultés avec les règles de la WWE. Zwinator, elle, le donne à Lana, qui fait semblant qu'elle ait déjà été une lutteuse. On n'y croit toujours pas, parce qu'à chaque fois qu'elle entre dans le ring, elle a peur, elle est terrifiée, pauvre Lana. C'est pas très crédible. T'es une lutteuse ou tu l'es pas. Tu y vas ou tu y vas pas. Mais à un moment donné, il faut que tu assumes que si tu veux aller dans le ring, c'est pour te battre. Pauvre Lana. Ensuite, le dernier award, l'award Nostradanique. Il y a Zoui qui nous dit que Ali va probablement finir par passer un membre de Retribution à travers une table avant que Lana passe une 10e fois dans la table. C'est une bonne prédiction. C'est bien possible. Moi, j'ai plutôt dit que Bobby Lashley va affronter Drew McIntyre à WrestleMania. Je pense qu'il va probablement perdre son titre, mais il va devenir un aspirant crédible. C'est ma prédiction. Est-ce que ça va arriver? C'est ce qu'on verra. Mais c'est comme ça que se termine cet autre épisode de la révision des comptes. Et aujourd'hui, on a appris une leçon très importante. N'ayez jamais de unfinished business. Parce que si après vous essayez de régler ça à la TV, ça va très mal finir.
ça va être plate, ça sera pas divertissant. Alors, réglez vos affaires, passez une bonne semaine et on se revoit samedi pour la révision des comptes de SmackDown. Bonne semaine.